Vous savez, quand on parle de Norvide, c'est pas seulement l'histoire d'une œuvre qui est très significative, mais c'est aussi une destinée. Surpris par la nuit. Chaque fois qu'il voulait publier quelque chose d'important, c'était soit une révolution, soit une guerre, soit l'éditeur se suicidait. Pourtant, il a quand même publié 12 recueils. Il est à la charnière, et il dépasse le romantisme, il annonce déjà la modernité, il est déjà d'une certaine façon moderne dans ce sens-là, mais c'est vrai qu'il est, il est très proche de Mallarmé. Sa théorie du silence, elle est ensuite présente dans le coup de dé Mallarmé. L'écuyer de l'arc-en-ciel, Cyprian Norvide, 1821-1883, une émission proposée par Jean Pietri, réalisée par Anna Schmuck. Alors peut-être le poème L'obscurité. C'est un poème très caractéristique pour Norvide parce que, vous savez, il était toujours accusé justement par les critiques d'obscurité, n'est-ce pas, d'être complètement incompréhensible, confus, etc., etc. Donc il répond: Ty skarżysz się na ciemność mojej mowy, czy też świecę zapalałeś sam? Czy sługa ci zawsze niósł pokojowy światłość? Patrz, że ja cię lepiej znam. Knot, gdy obejmiesz iskrą, w koło płonie, grzeje wosk, a ten kulą wstawa i w biegunie jej nagle płomień tonie. Światłość jego jest mdła, bladawa. Już mniemasz, że zgaśnie, skoro z dołu ciecz rozgrzana światło pochłonie. Wiary trzeba, nie dość skry i popiołu. Wiarę dałeś? Patrz jak płonie. Podobnie są i słowa me, o człeku, a ty im skąpisz chwili marnej, nim rozgrzawszy pierwej zimnotę wieku, płomień w niebo rzucą ofiarny. Et vous voyez déjà la rythmique de ce poème chez Norvide. Chez les grands romantiques, la mélodie est coulante, n'est-ce pas? Et par exemple, lui, il enlève souvent la césure. Et donc ça produit un rythme totalement différent et puis complètement moderne, n'est-ce pas? C'est comme ça devient comme de la prose. D'ailleurs, il voulait effacer justement la différence entre la poésie et la prose. Donc, tu te plains que je sois obscur, mais ta bougie, l'allumes-tu toi-même? Ou est-ce un domestique qui te l'apporte, cette lumière? Ah, je te connais bien. La mèche que le feu prend éclaire loin, mais elle chauffe la cire, puis qui se creuse, et sous sa voûte la flamme disparaît. Sa lumière est pâle, lafarde. Et tout de suite, tu crois qu'elle va s'éteindre, parce que la cire en fusion en bas noie la lueur. Allons, un peu de foi. Le feu, vite la cendre, ce n'est rien. Fais-tu acte de foi? Vois, la mèche brûle. Homme, il en va de même avec mes paroles. Tu leur refuses une pauvre seconde, alors que réchauffant le siècle froid, elles vont dresser vers le ciel leur flamme sainte. Eh bien, Norvide nous réchauffe toujours. En septembre 2001, la Pologne recevait sous les voûtes de la cathédrale royale de Wawel à Cracovie les cendres de Cyprian Norvide. Celui qui venait rejoindre ainsi Mickiewicz et Slovaquie dans la crypte dite des grands poètes était mort à Paris en 1883 dans un dénuement complet, enterré à la fosse commune après une vie d'exil en Allemagne, en Italie, à Londres
et surtout en France, où il avait passé les 30 dernières années de sa vie. Méconnu de son vivant, redécouvert au début du siècle par la génération symboliste, son influence, dont on trouve la trace jusque chez Gombrowicz, Joseph Brodsky ou Czesław Miłosz, n'a cessé de croître tout au long du XXe siècle. L'accès à cette œuvre multiforme, poèmes, drames, nouvelles, essais philosophiques et esthétiques, mais aussi œuvres de peintres et de sculpteurs, est à présent ouvert aux lecteurs français grâce en particulier à la récente parution du Vademecum sous la direction de Christophe Jezewski, un recueil de 100 poèmes qui constitue le chef-d'œuvre de Cyprian Norvide. C'est l'occasion d'aller à la rencontre de ce poète inclassable, ironiste et lyrique, visionnaire et réaliste, mystique du verbe et du silence, qui déconcerta ses contemporains par le refus des séductions faciles et sa volonté de forger une langue inouïe, révélatrice des puissances de création du verbe. Je dirais que pour un comédien, un lecteur, c'est une singulière aventure parce qu'il y a chez lui des fusées qui partent comme ça dans plusieurs sens à la fois. Et des fois, on a un peu mal à comprendre exactement comme il aurait voulu qu'on dise son poème. C'est toujours l'aventure de lire des poètes traduits comme ça. Et donc, la puissance chez lui est une espèce de folie. C'est vraiment très étrange, c'est cette façon d'écrire comme ça, avec des surprises, des pensées qui ne se suivent pas logiquement, enfin ce que j'appelle des éclairs, quoi, des fulgurances comme ça. Alors, c'est toujours une joie de saisir, enfin de parler de cet homme dont la vie est complètement bousculé, raté, finissant dans la pauvreté la plus totale à Paris, méconnu de tout le monde. Singulière aventure, hein. C'est toujours triste pour un artiste comme ça de ne pas être compris, d'être complètement ignoré, repoussé, rejeté par tout le monde. Voilà, je pense à Van Gogh qui était un peu dans le même cas. Voilà, ce sont des artistes dont l'œuvre ressurgit parce qu'elle est dans la vérité, qu'elle est juste. Et la justesse et la vérité ressurgissent toujours un jour, quand c'est vraiment vrai. Mais là aussi, j'ai vu 3 sphères d'hommes, 3 faces de leur commerce. Les uns qui te connaissent comme on connaît les lettres, tant que tu les fixes des yeux. Et tant que tu les fréquentes en tête-à-tête, mais pas un instant de plus. Ainsi les crocs du frottement de la terre surgissent et reverdissent avec le tonnerre. Les seconds convoitent moins le visage, les gestes et la garantie d'une présence, car toute leur vie se souviennent comme d'un baptême de ceux dont ils ont touché la main. Et les troisièmes, enfin, infiniment rares, qui, bien que tu sois mort depuis un siècle, sont entrés en commerce intime avec toi, comme un homme assis à côté d'un autre homme, lesquels vont disparaître avec l'électre de ta force, lesquels se trouveront dans la syntaxe de ta vie, lesquels attendras-tu dans ta tombe? Devine toi-même, je ne veux pas répondre. Quand Przesmycki, le grand traducteur, poète, symboliste qui a découvert Norvide, a essayé de rassembler son œuvre qui était dispersée à travers toute l'Europe, c'était la Première Guerre mondiale. Il a réussi à publier après, à peine quelques volumes, et c'était la Première Guerre mondiale. Tout est tombé à l'eau, n'est-ce pas? Donc après la guerre, il est devenu ministre de la Culture, il était très occupé, mais il a continué. Et puis, entre-temps, on a retrouvé énormément d'autres écrits de Norvide. Eh bien, il fallait faire une autre édition, tout à fait nouvelle, n'est-ce pas? Et il a commencé. Il a publié quelques volumes, et c'était la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, lui-même, il est mort dans l'insurrection de Varsovie, en 1944. C'est-à-dire, il était mortellement blessé, il était déjà très âgé.
Mais là, il faut dire que les anges ont quand même pris Norvid en protection, sous leur protection, parce que la maison de Przemycki a été détruite, mais les archives norvégiennes qui étaient dans les caves ont été miraculeusement sauvées. Donc une équipe de norvidologues, justement, qui est arrivée avec l'armée soviétique n'est-ce pas, le 17 janvier 1945 à Varsovie, est allée tout droit à la maison de Przemycki pour voir si on peut sauver quelque chose. Eh bien, tout est resté intact. C'est incroyable, n'est-ce pas? Alors que des bibliothèques entières ont été brûlées par les Allemands après l'insurrection avec les lance-flammes, etc. Et là, heureusement, ça a survécu. Mais évidemment, il y a beaucoup de choses qui ont disparu, à tel point que, par exemple, on a toute une liste de ses œuvres, donc poèmes, prose, pièces de théâtre, mais il y a même un livret d'opéra on sait qu'il a écrit ça, mais ça a disparu. On ne sait pas ce qui est devenu. Aussi pour les tableaux. On connaît beaucoup de tableaux, de portraits, mais il y avait par exemple un énorme tableau à l'église de Juvisy, je crois 1,50 m sur 2, quelque chose comme ça, la vision de Saint Stanislas à l'huile, ça a disparu. On ne sait pas, ça a disparu. Comme on dit, comme la couronne de Pologne. Christophe Potocki. C'est un marginal, c'est évident. C'est un marginal en termes littéraires, parce que c'est un grand précurseur et que donc il a été assez rapidement rejeté par ses contemporains polonais, bien sûr, et de Pologne et de l'immigration, puisqu'il n'écrivait qu'en polonais et qu'il n'était pas traduit. Lorsqu'il est venu à Paris, où il a quand même vécu 30 ans de sa vie, jusqu'à sa mort, il était à la fois inscrit dans la communauté polonaise, dans ce qu'on appelle la grande émigration polonaise, et en même temps, et de plus en plus, rejeté. Non seulement par ce qu'on appelait l'obscurité de sa poésie, mais aussi par son caractère très, très irréductible, très, très exigeant, peut-être aussi par les difficultés financières constantes qui étaient les siennes. Il est mort après avoir vécu 7 ans dans un hospice qui l'a recueilli. Comme il y a peu de gens, si même il y en a, qui consentent à se révéler, ils passent, se repoussent en dansant ou dans un jeu intime, mentent couramment, se trompent de bon cœur, ni contemporains ni proches ne se reconnaissent pas, la main dans la main, unis dans la bave de l'étreinte. L'abîme entre eux bouillonne et océanise, et sur ces écumes, eux, proches en quoi? Par le nom. Mais le monde dit, ce sont les à nous, c'est le cercle familial, ce sont les nôtres. Plus cordialement, le ciel d'azur unit 1000 peuples qui se massacrent dans les siècles, car plus cordialement de chacun d'eux, au moins, un seul croit au même ciel. Mais eux, ils dansent, le saint contre le saint, et séparés polairement s'ignorent. Il suffit, au-dessus d'eux, d'une lampe allumée, et que la même mode les rende l'un par l'autre pareils. Ce sont les nôtres. Si quelqu'un dessinait de haut la carte de la vie comme la carte du globe, chaînes de montagnes et déserts y prendraient place en un clin d'œil, mais l'océan disparaîtrait, ici où coule une larme menue. Le cas Norvid est très particulier parce que si l'on compare Norvid au grand romantique polonais, c'est-à-dire Mickiewicz, Słowacki et Krasiński, Christophe Jezewski. Il est leur contemporain, mais quand même à une différence d'âge, parce que Mickiewicz est né en 1798, et Norvid 21, donc ça fait 23 ans de différence. C'est toute une autre génération. Et Słowacki, il est plus jeune, il est né en 1809. Et Krasiński 1812, donc il était le plus proche de Norvid. D'ailleurs, tous les deux étaient amis de Norvid, Słowacki et Krasiński, n'est-ce pas? Surtout Krasiński, qui l'a beaucoup
influencé. Eh bien, donc quand Norvit commençait à écrire, il a commencé d'ailleurs très tôt, il a publié des poèmes à l'âge de 18 ans. Donc évidemment, c'était quelqu'un tout à fait nouveau dans la poésie polonaise, mais qui déjà était à l'ombre de Mickiewicz. Eh bien, tous les trois se sont exilés, c'est-à-dire Mickiewicz, Słowacki, Krasiński se sont exilés en France. Et Norvit, c'était quelque chose de tout à fait différent, parce que Norvit n'avait jamais l'intention de s'exiler. Et il est parti tout simplement faire ses études d'art, surtout étudier le dessin, la peinture et la sculpture, ça l'intéressait surtout. D'abord en Allemagne et puis en Italie. En Italie, d'ailleurs, il a écouté les cours de Schelling. Il était déjà très, très intéressé par la philosophie. Et puis, il est parti en Italie où il a passé 2 ans. Et puis, il est revenu pour un moment en Pologne. Et là, il s'est passé une chose vraiment étrange. Il devait avoir un caractère très généreux parce qu'il a rencontré un Polonais qui se faisait passer pour un déserteur de l'armée russe, ce tsariste, et qui n'avait absolument pas de documents, pas d'argent, rien, et qui voulait se rendre en France. Eh bien, Norvit lui a tout simplement offert son passeport. Impensable, même à cette époque-là. Et imaginez-vous, le type était tout simplement agent de la police tsariste. Et il est allé à Paris et il a tout de suite informé les autorités russes sur Norvit, qui en ce moment-là était à Berlin. Et sur l'ordre de la police prussienne, Norvit a été arrêté, jeté en prison. Il a passé 1 mois en prison. D'ailleurs, il est tombé malade. Probablement, c'est à ce moment-là qu'il a attrapé la phtisie et il est devenu à moitié sourd. Et donc, il est sorti de cette prison grâce à l'intervention de ses amis de l'aristocratie polonaise. Mais, évidemment, il était déjà brûlé, c'était fini, il ne pouvait plus rentrer en Pologne, ensuite ses biens ont été confisqués, mais il avait quand même de la chance parce que le secrétaire de l'ambassade russe, qui était évidemment dans la police secrète, c'était la Ochrana, n'est-ce pas, c'est la KGB de l'époque, l'a mis déjà sur la liste des déportés en Sibérie. C'était moins une. Alors voilà, et puis il est reparti en Italie, enfin en Belgique, en Italie, et où il a passé 2 ans, et il a participé à la vie de l'émigration polonaise, qui était très nombreuse à cette époque-là, à Rome. Mais, à vrai dire, d'ailleurs, il avait un sens d'humour extraordinaire, même au moment les plus dramatiques de sa vie. Parce qu'en commentant cet événement étonnant, n'est-ce pas, avec ce passeport, etc., et puis ça, c'est la prison à Berlin, il a dit à un ami, il écrivait à un ami dans une lettre, tu sais, je n'étais ni martyr, ni révolutionnaire, j'étais juste amateur. Donc voilà, et c'est souvent le destin se comportait comme ça, et avec Norvit d'une façon, on dirait, c'était une sorte d'ironie des dieux, n'est-ce pas? Les dieux s'amusaient avec lui. Źle, źle zawsze i wszędzie, ta nic czarna się wszędzie, ona za mną, przede mną i przy mnie. Ona w każdym oddechu, ona w każdym uśmiechu, ona we łzie, w modlitwie i w hymnie. Nie rozerwę, bo silna, może święta, choć mylna, może nie chcę rozerwać tej wstążki. Ale wszędzie, o wszędzie, gdzie ja będę, ta będzie. Tu w otwartej zakłada się książki, tam u kwiatów za wiązką, owdzie stoczy się wąsko, jesienne na łąkach przędziwo. I rozmdleje stopniowo, by ujednić na nowo i na nowo się zrośnie ogniwo. Lecz nie kwiląc jak dziecię, raz wywalczę się przecie. Niech mi puchar podadzą i wieniec. I włożyłem na czoło i wypiłem, a wkoło jeden mówi drugiemu szaleniec. Więc do serca o rady dłoń podniosłem i kładę, a licz nagle zastygnie prawica. Głośno śmieli się oni, jam pozostał bez dłoni. Dłoń mi czarna uwiła pętlica. La première étape, c'est
de 1839 jusqu'à, disons, jusqu'à 42. C'est l'étape, disons, encore romantique, mais où il y a déjà des choses très étonnantes. Par exemple, il y a des poèmes qui ont presque le caractère de chants populaires, d'une simplicité extraordinaire, d'une pureté étonnante, presque une vision enfantine du monde. Et pourtant, c'est très profond, c'est déjà très, très, très philosophique. Mais justement, on dirait qu'il rejette cette parole, cette poétique extrêmement foisonnante. Le grand romantisme, c'était d'ailleurs en France la même chose. Si on pense à Hugo ou d'autres, c'est l'excès de la parole. C'est vraiment la lame de fond de la parole. Eh bien, Norvit, il nettoie tout ça. Il réduit la poésie à l'essentiel. C'est vraiment, on dirait, du minerai pur, débarrassé de tout ce qui est absolument, de tout ce qui est inutile. Et donc, mais ça, ce sont justement des textes qui datent de cette époque, et il ne reviendra plus à cette période. C'est très beau, c'est vraiment unique, mais c'est une période close. Et justement, il y a aussi des poèmes superbes, très nostalgiques, très mélodieux, qui font presque penser à Verlaine, de cette époque-là, justement. Par exemple, ça s'appelle Ma chanson. C'est vraiment un des poèmes polonais les plus beaux qui soient, très mélodieux. Źle zawsze I wszędzie, ta nic czarna się wszędzie, ona ze mną, przede mną I przy mnie. Ona w każdym oddechu, ona w każdym uśmiechu, ona w myśli, mélodie, hymnie, quelque chose comme ça. Donc c'était très joliment adapté par Yves Bonnefoy dans l'anthologie de la poésie polonaise de Konstantin Ileński. Alors, justement, il arrive à Rome et il se passe quelque chose, il change de style. Et sa poésie devient de plus en plus intellectuelle, de plus en plus sèche, de plus en plus concise, ascétique. Et elle se complique. Elle se complique de plus en plus. C'est toujours la recherche justement de l'essence même poétique. Et je crois que là, il y a sûrement l'influence de Krasiński, qui était un éminent philosophe. Penseur, il avait des visions extraordinaires historiques et puis des idées très très profondes sur son temps. Et donc, je crois que ça, c'était ça. Après, ils se sont séparés, ils se sont même brouillés, mais vers la fin de la vie, Krasiński s'est réconcilié avec Norvit. Il est mort en 1858 à l'âge de 47 ans. Et donc, voilà, donc ça, je dirais que c'est une période clé. Et puis, j'ai l'impression que ce n'est pas un hasard, parce que justement, il voyait Kletchkovski très souvent, le sinologue, très souvent à Rome. Donc, on peut s'imaginer de quoi il parlait. Et puis ensuite, Kletchkovski est devenu consul ou chargé d'affaires de France, nommé par Napoléon III à Pékin. Il a passé plusieurs années là-bas et il a même invité 2 fois Norvit, mais pour des raisons compliquées, enfin probablement comme toujours, manque d'argent, etc. Il n'est jamais allé, mais c'est un grand dommage, parce qu'on peut s'imaginer qu'est-ce que ça pourrait donner sur le plan poétique. Eh bien, finalement, début 49, c'est-à-dire janvier 49, Norvit arrive à Paris. Ewa Biankowska. Il trouve déjà un milieu extrêmement riche, varié et assez bien organisé à Paris. Et c'était les émigrés qui ont quitté la Pologne après l'échec de l'insurrection de 1830-31.
Et vous savez, c'était un exodus énorme, une vraie saignée pour les élites, aussi bien sociales qu'artistiques de Pologne. Donc à cette époque-là, carrément, on peut dire l'art polonais, la littérature polonaise, la pensée polonaise vit à Paris. Et évidemment, on prononce surtout le nom de Mickiewicz, n'est-ce pas, une figure vraiment énorme. Mais il y a aussi, comme tout le monde le sait, Chopin, très jeune musicien, n'est-ce pas, qui en 1830 a à peine 20 ans, qui d'ailleurs n'était pas engagé politiquement parce qu'il a quitté Varsovie avant l'insurrection, mais qu'il a vécu avec une intensité incroyable. D'ailleurs, Chopin était lié à Norvide, Eva Minkowska. Oui. Pour Norvide, il était la figure d'artiste par excellence, presque une figure quasi mythique. Et vous savez ce qui est émouvant? Il était presque à son chevet au moment de sa mort, c'est-à-dire pas exactement le moment de l'agonie, mais c'était la dernière visite qu'on a pu faire à Chopin. Et il a écrit une sorte de nécrologie consacrée à lui qui s'appelle Fleurs noires, bouleversante. Et puis, Norvide est aussi l'auteur d'un poème philosophique extrêmement important qui s'appelle Le piano de Chopin. Et vous savez, d'un côté, c'était une vie artistique, même une vie politique très importante dans ce milieu. Mais il faut se rappeler aussi qu'ils étaient assez liés avec les élites françaises. Bon, tout le monde connaît aussi l'amitié entre Chopin et Georges Sand. Mais il faut savoir que Georges Sand était passionné de Pologne. Elle était grande amie de Mickiewicz aussi, grande polonophile, très sensible à ce qui s'est passé dans les milieux. En tout cas, Chopin, et Norvide aussi, étaient des hôtes très fréquemment les hôtes de grands salons parisiens, n'est-ce pas, aussi bien aristocratiques qu'artistiques. Il y a un poème de Norvide, Christophe Izewski, qui est assez extraordinaire, dont nous pourrions parler, c'est le piano de Chopin. Ah oui, c'est le plus célèbre du Vademecum. Et d'ailleurs, il l'a publié d'abord en plaquette. Et imaginez-vous, c'est une des célèbres poisses de Norvide, le manuscrit a été perdu par la poste. Et comme à l'époque, il n'y avait pas de photocopieuse, le pauvre Norvide a dû reconstruire tout ce poème. Je crois que c'était une association des jeunes Polonais de Paris qui l'avait publié. Et ça a fait beaucoup d'effet. Mais vous savez, c'est aussi à cause de Chopin, évidemment, qui était mort depuis, parce que le poème a paru en 64 ou 5, je ne m'appelle plus. Et Chopin est mort en 49, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est que cette vision de ce piano comme tombé du ciel qui s'écrase sur le pavé? Alors, vous savez, c'est un fait réel. Le 19 septembre 1863, c'était, vous savez, l'insurrection de janvier, dite de janvier, n'est-ce pas, contre les Russes. Et une nouvelle, parce que la précédente, c'était le 1830. Et donc, une révolution épouvantable, très sanglante. Il y avait des milliers de morts. C'était une défaite épouvantable. Mais les Russes ont nommé un nouveau gouverneur de Pologne, le comte Fyodor Berg. Et il passait dans sa voiture à travers la vieille ville. Et du palais Zamoïski, c'est un grand palais du centre de Varsovie, on a jeté une bombe sur sa voiture. Ils l'ont raté. Il est sorti indemne, mais il était tellement furieux qu'il a envoyé tout un bataillon de soldats qui ont pillé complètement ce palais. Et il y avait, vous savez, là-bas des collections d'art extraordinaires, etc. Et puis, il y avait l'appartement de la sœur de Chopin, Isabella Barczyńska, qui gardait le piano du jeune Chopin. Eh bien, ce piano, ils l'ont jeté par la fenêtre. Et puis, ils ont tout brûlé au milieu de la rue, etc. Et puis, Norvide, qui était à Paris, il a appris tout ça. Il était tellement choqué. Et puis, évidemment, son amitié avec Chopin, tout est revenu.
Et il a écrit ce poème qui est vraiment le poème peut-être le plus célèbre polonais, moderne, n'est-ce pas? Un des plus beaux, sûrement dans la poésie mondiale. On peut s'imaginer que s'il n'était pas poète, il serait sûrement un immense musicien. D'ailleurs, ça se voit justement dans ce poème qui est construit justement comme une œuvre musicale. D'ailleurs, parfois, on le compare à la polonaise opus 44 de Chopin, avec tous ces changements extraordinaires de tempi, avec cette construction absolument musicale. Et donc, c'est un poème qui, comme souvent chez Norvid, il part, n'est-ce pas? Il part si vous voulez, d'un fait réel ou même d'un fait sans aucune importance. Et puis, ça devient presque cosmique. Soudain, il se retrouve dans des thèmes absolument universels. Et d'ailleurs, vous savez qu'il a publié à Bruxelles, en 1865, un recueil qu'on n'a jamais retrouvé. On connaît seulement le titre, la date et le lieu, Foudre et poussière. Et c'est très typique pour lui, n'est-ce pas? Foudre et poussière, le cosmos, enfin le macrocosmos et le microcosmos. J'étais chez toi ces jours avant-derniers, de la trame non dénouée, plein comme le mythe, pâle comme l'aurore. Quand la fin de la vie parle au commencement et murmure « Je ne te briserai pas, non, je te donnerai l'essor. » J'étais chez toi ces jours avant-derniers quand, d'instant en instant, tu t'apparentais à la lyre tombée des mains d'Orphée, où la vigueur de la chute combat avec le chant. 4 cordes se parlent en vibrant tout bas, 2 à 2, murmurant « Est-ce lui qui commence ?» Qui fait jaillir les notes, si grand maître, qu'il joue, lors même qu'il nous repousse. J'étais chez toi ces jours-là, Frédéric, toi, dont la main, par sa blancheur d'albâtre, et sa grâce, et son élégance, et son toucher impalpable comme une plume d'autruche, se confondait sous mes yeux avec le clavier d'ivoire. Et tu étais pareil à cette forme que du sein des marbres, avant de les tailler, fait surgir le ciseau du génie, l'éternel Pygmalion. Voici, regarde Frédéric, voici Varsovie, sous un astre embrasé, étrangement chatoyante. Regarde les orgues de la cathédrale, regarde ton nid, là-bas, les demeures patriciennes, vieilles comme la Respublica, les pavés sourds et gris des places et le glaive de Sigismond dans les nues. Regarde, de ruelle en ruelle s'élancent les chevaux du Caucase, annonçant les troupes comme l'orage les hirondelles. Par centaines, l'édifice a pris feu, le feu couve et s'étend. Voici, le long du mur, je vois les fronts en deuil des veuves refoulés sous les crosses. Je vois encore, malgré la fumée, entre les colonnes du balcon, une sorte de cercueil que l'on hisse. Il tombe, ton piano.
lui qui a proclamé la Pologne au zénith de la toute-perfection des temps, saisi par un hymne d'extase, la Pologne, des charrons transfigurés, il tombe sur les pavés de granit. Et voici, telle une juste pensée d'homme, il est bafoué par la fureur des hommes. Ou comme, depuis les siècles des siècles, tout ce qui éveille, et voici, tel le corps d'Orphée, 1000 furies le déchirent. Et toutes hurlent, moi, non, moi, non. Toutes grincent et hurlent. Mais toi, mais moi, faisons jaillir le chant du jugement, clamons, réjouis-toi, lointain héritier, les pierres sourdes ont gémi, l'idéal a touché le pavé. Et puis aussi cet extraordinaire final de ce poème qui me fait penser à Lux Aeterna du Requiem de Mozart ou à la symphonie en ré majeur de Franck. Parce que bon, c'est une catastrophe, n'est-ce pas? C'est tragique. Mais la fin est triomphale. Et donc là aussi, c'est le personnalisme de Norvid. C'est l'idée que vous a dit, toi, génie, moi, génie. Il veut dire ça, probablement. Donc des êtres exceptionnels, des êtres qui voient plus que les autres. Faisons jaillir le chant du jugement. Clamons, réjouis-toi, lointain héritier. Les pierres sourdes ont gémi. L'idéal a touché le pavé. Ça, c'est absolument extraordinaire. C'est un mélange de lyrisme et de distance, d'intellectualité. On parle de lyrisme masqué. Et c'est en cela d'ailleurs aussi qu'il se démarque du romantisme. C'est aussi la volonté d'exprimer les choses à mots couverts, de façon toujours très allégorique, de façon très symbolique. Alors au départ, c'était en partie une nécessité stratégique vis-à-vis de la censure, parce qu'il écrivait aussi des textes à visée patriotique, mais de façon masquée, cachée, et qui ensuite est devenue chez lui une véritable marque de style et une théorie. Pour lui, rien ne devait être dit de façon absolument claire, définitive. Il fallait que l'œuvre laisse jeu à l'interprétation. Pour lui, l'interprétation n'était jamais achevée. Elle devait toujours se renouveler et l'œuvre même était liée à son interprétation. D'où aussi cet aspect en partie obscur qu'on lui a reproché. Un autre élément était une cassure, en quelque sorte, de la syntaxe des mots eux-mêmes, l'utilisation de tirets, de points d'interrogation nombreux, d'une ponctuation démultipliée, et tout ça, en fait, pour arrêter le lecteur, pour lui laisser du silence pour la lecture, et pour laisser aussi l'espace à sa réflexion, et pour ne pas se noyer dans l'effet mélodique, dans la facilité mélodique. Il y a un travail du lecteur à effectuer. Vous remarquez, Christophe Potowski, que Norvid s'efforçait de fracturer de l'intérieur le langage, écrivez-vous. Oui, à la fois physiquement, dans la graphie elle-même, pour le lecteur, et en même temps par rapport à cette théorie du silence. Il considère qu'il y a un silence fondateur dans le monde, qu'il appelle en même temps le verbe avec une majuscule, et qui est un principe moteur, un principe divin. Et il y a un silence profond qui est l'implicite de l'histoire, l'implicite du monde, et qui doit apparaître peu à peu dans le poème, se révéler dans le poème. Et ces fractures du poème sont en quelque sorte comme des fractures dans une écorce terrestre qui permettent de faire remonter, de permettre la révélation de ce silence. Donc il y a
il y a un silence à la fois pour le lecteur et à la fois pour ce qui vient se révéler dans le poème. Ouais, Norvid disait que le style trop uni, trop égal, le style trop bien tourné, détruit en quelque sorte la nature du rythme, et que le lyrisme parfait, je le cite, devait préserver les raccords, les interstices, et ce qu'il appelle les points où la forme rejoint la forme. Bon, il y a une analogie avec son travail de sculpteur qui est évidente ici. Bien sûr, bien sûr. Et c'est aussi en tant que sculpteur qu'il écrivait. Et par rapport à ce refus de la forme parfaite, il a une très belle formule de sculpteur, justement. C'est-à-dire qu'il dit qu'une tête sculptée, par exemple un plâtre, ne doit pas être polie, qu'il faut en laisser des aspérités, qu'il faut laisser même des éléments inachevés qui permettent, là aussi, une participation du spectateur, de même qu'il y a une participation du lecteur pour le poème. Sur le pavé glissant de Londres, dans la brume blanche, sous la lune, une ombre parmi d'autres t'a croisé, mais tu t'en souviens, effrayé. Front d'épine ou de crasse, on ne peut le savoir. Sur les lèvres, un appel au miracle céleste ou une bave impie. Tu crois voir une Bible titubant dans la boue, vers qui nul ne se penche. Il n'est plus temps pour la vertu. Désespoir et argent, deux mots, brillent dans ses yeux blancs. D'où vient-elle? Elle le tait. Où va-t-elle? Nul doute vers le rien. Pareil à une telle mégère, l'humanité qui aujourd'hui pleure et ricane. L'histoire n'entend que le sang, la société, l'argent. À vrai dire, c'est lui qui a introduit le vers libre en polonais. C'est-à-dire, il y a quand même, la plupart de ses poèmes sont encore écrits avec des rimes, mais la rime chez Norvid a vraiment une fonction secondaire. Et de toute façon, on voit bien, il le dit d'ailleurs dans la préface de Cléopâtre. Il dit que les rimes sont à l'intérieur du vers, pas à la fin. Et il dit que la poésie non rimée est plus difficile que la poésie rimée, parce qu'elle rime pas seulement à l'extérieur, à la fin. Donc, sa conception du maître est tout à fait différente, tout à fait différente. Et il y a plusieurs poèmes, justement, écrits en vers libre, magnifiques d'ailleurs. Et puis aussi sa prose, vous savez, ses récits, ce sont vraiment des perles dont Oscar Wilde serait fier. C'est une pure merveille. Et on a publié en français la trilogie italienne chez Corti. Les Stigmates, Ad Leones et Le secret de l'or. Et ça a apparu encore avant la guerre chez Gallimard. Mais sa prose, vous savez, c'est très amusant parce que sa poésie est très prosaïque, on peut dire, et puis sa prose est très poétique. Un autre aspect de l'œuvre de Norvid, Krzysztof Potowski, outre l'aspect proprement poétique, c'est son travail de prosateur. Et on vous doit l'édition chez José Corti de ce qu'on appelle la trilogie italienne, 3 nouvelles que Norvid a écrites à la fin de sa vie, à l'époque où il avait trouvé refuge dans cet hospice. C'est l'hospice Saint-Casimir, qui est rue Chevaleret dans le 13e, et qui était à ce moment-là destiné aux vétérans des insurrections, aux émigrés qui venaient passer leurs dernières années là, et qui existe toujours aujourd'hui, et qui est une maison de retraite polonaise tenue par des sœurs.
Peut-être est-il important de les situer d'abord. Donc elles ont effectivement été écrites dans les toutes dernières années de sa vie. Et elles sont toutes les trois situées en Italie. Italie où a vécu jadis Norvide, plusieurs années. C'est un pays qu'il aimait beaucoup, où il s'est senti merveilleusement bien. Et là, il est très malade, il est dans cet hospice dont il voudrait sortir, et il voudrait justement pouvoir partir en Italie. Ne serait-ce que pour sa santé, puisqu'il est tuberculeux, et il espère, avec ces nouvelles, pouvoir rassembler l'argent qui lui permettra d'aller en Italie. Donc ce titre, qui était donné ensuite de trilogie italienne, a en même temps un caractère très, très amer, en quelque sorte. Et donc les trois nouvelles se passent en Italie, à Rome, à Venise, dans une station d'eau, très probablement Bagni di Lucca. Et toutes les trois, bon, bien sûr, ont leur récit, leur anecdote, mais sont surtout des paraboles, des récits allégoriques dans lesquels il n'est pas toujours facile de reconnaître un sens précis, un message précis. C'est ce qui fait justement leur richesse, c'est qu'elles sont très, très multiformes, c'est qu'elles ouvrent la voie à des interprétations vraiment multiples. Et en fait, elles se présentent comme telles. Et elle pose la question, presque ouvertement, de l'existence d'un sens qui serait le seul sens, ou même d'une réalité, qui serait la réalité unique. Il y a une multiplicité de sens et une multiplicité de réalités, en quelque sorte, dans ces nouvelles. Ce qu'on peut dire, en tout cas, c'est que le coup d'œil qu'il geste sur le monde moderne n'est pas très amène. Non, il est très critique vis-à-vis de la société industrielle, vis-à-vis de la condition des ouvriers, vis-à-vis du travail, justement, de la division du travail, de l'asservissement des travailleurs. Et en cela, il a une pensée politique et activement politique, qu'on peut rapprocher ou du jeune Marx ou des utopistes socialistes. En même temps, il est très attentif à tous les progrès techniques et scientifiques, dans la mesure où ils peuvent affranchir l'homme de certaines contraintes de travail, mais surtout pas dans la mesure où elle mécanise le travail et où elle aliène l'homme. Il a là aussi, vis-à-vis de la civilisation moderne, une attitude double, mais quand même très critique, surtout dans la mesure où la spiritualité, de plus en plus, est absente de cette civilisation. C'est l'argument majeur. Il est catholique fervent. Il y a chez lui une mystique, il y a un messianisme qui n'est pas le messianisme national, par exemple, de Mickiewicz, et appelant à la révolte, à l'insurrection, et considérant que la Pologne a un rôle christique. C'est un messianisme beaucoup plus universaliste, où il attend, ou plutôt il vise à la venue du royaume du ciel sur terre, c'est-à-dire, mais à travers un processus historique dans lequel l'homme, bien sûr, a une action tout à fait importante. Il y a une sorte de dialectique entre l'humain et le divin. L'homme, surtout à travers le poète, révèle la vérité cachée, et à chaque période de l'histoire, il y a une nouvelle vérité qui apparaît, et au fur et à mesure aussi, et ça c'est malheureusement, semble-t-il, l'utopie de Norvide, une harmonie de plus en plus forte, de plus en plus répandue dans l'humanité elle-même, jusqu'à créer une communauté des hommes, une communauté de l'humanité, dans l'harmonie, qui serait la venue justement du royaume du ciel sur terre.
Chez Norwid, il y a une attitude toute particulière vis-à-vis du verbe poétique. Vous savez, la parole, pour lui, est sacrée. Ça donne déjà à sa poésie une sorte de dimension. Tout de suite, vous sentez emporté vers les hauteurs. C'est une poésie qui a une énergie intérieure extraordinaire. Elle vous propulse vers les hauteurs. Mais évidemment, la langue, on dit parfois que c'était le premier poète linguiste dans la poésie européenne. Et, bon, il y avait encore Hopkins, évidemment, Emily Dickinson, mais plus tard à l'armée. Mais vous savez, chez Norwid, et c'est probablement aussi une des sources de l'hostilité de la société de son époque vis-à-vis de son œuvre, c'est que il, tout à fait consciemment, il s'opposait à la langue et à la poésie de l'époque. Il était toujours à contre-courant de tout ce qui s'est passé. Il avait toujours sa propre vision des choses. Et c'est pourquoi il fait penser souvent à Gombrowicz. D'ailleurs, Gombrowicz l'admirait beaucoup. Mais justement, pour revenir à sa langue, il a renouvelé tellement la langue poétique que je comprends bien que les gens ne pouvaient pas du tout l'accepter. Et pourquoi? Parce que, tout d'abord, il a introduit, par exemple, beaucoup de néologismes. Il avait une facilité extraordinaire de créer des mots nouveaux et aussi des mots composés. Il y a même parfois des mots composés de 5 parties. Alors imaginez-vous, c'est inouï. Et il puisait dans la langue ancienne polonaise ou slave, dans les dialectes, dans l'argot de l'époque, évidemment. Il renversait tout à fait la syntaxe polonaise. Parfois, ça donnait des choses assez rocambolesques. Et d'ailleurs, vous savez, il ne faut jamais oublier que Norwid était un grand expérimentateur. C'était donc, évidemment, si on fait des expériences, il y a toujours quelque chose qui tombe. Et d'ailleurs, il en était parfaitement conscient. Il y a un poème où il dit « Je sais que de mon chant, une partie sera perdue, va disparaître. » Enfin, bon. Donc, c'est vrai que c'est peut-être pas toujours convaincant. Peut-être parfois, il se perd dans ses expériences. Mais en général, c'est absolument extraordinaire. Et puis, ça renouvelle tellement la langue poétique, c'est inouï. Et puis, aussi, comme il connaissait un nombre incroyable de langues, il introduisait aussi des éléments venant de ces langues. La syntaxe, par exemple, latine ou allemande ou française ou anglaise. Mais puisque c'est Norwid, ça passe. Vous voyez, c'est ça, c'est la force de cet auteur que ça passe. Ça sonne si bien, c'est tellement dans l'esprit de la langue qu'on s'est dit, ça n'existe pas, mais pourquoi pas, ça pourrait exister. Et voilà, Norwid l'appelle à l'existence. Et tout à coup, clac, ça sort, les images. Jean Mambrino. Et là, on peut voir, il suffit d'un poème, on peut voir la grandeur d'un poète. Compte tenu que c'est un poème, alors là, vraiment mystique. Plus difficile pour celui qui n'est pas introduit à une vraie vie intérieure. C'est une vision mystique. Mais, comme on le voit d'ailleurs dans l'édition écrite, il y a des mots détachés. Et ce sont comme des mots soulignés dans le texte polonais, que j'essaierai de rendre avec la voix. Donc, c'est le 100e poème d'un volume qui en contient 100, le dernier, sur la mort de feu Joseph Z, officier de la Grande Armée, blessé près de Paris, un des chefs de l'insurrection en Pologne. Le prêt éternel que nous a découvert le Fils, et dont hardiment nous pouvons parler, bien que lui, jamais nous ne l'ayons vu. Le prêt éternel ne désire pas cette souffrance qui sidère le cœur humain et le transforme en durable pierre. Mais il soulève plutôt celle qui triomphe d'elle-même. Elle avoisine alors les joies. Son oreille est pleine de miséricorde, malheureuse d'entendre les gémissements humains. Mais dès qu'une herbe des champs se froisse quelque part, il y laisse tomber une goutte de rosée, qui partit de l'immense ciel,
trouve juste sa place infime. C'est pourquoi, à l'époque où il y a davantage de cassures que d'accomplissements, c'est pourquoi dans ce temps où il y a davantage de brisures que de clôtures, c'est pourquoi maintenant où il y a beaucoup plus de décès que de fins, ta mort porte respect, homme Joseph, a vraiment la ressemblance d'une action sacrée. Peut-être aurions-nous complètement oublié ce qu'est d'un chrétien la fin sereine et la plénitude d'une vie bien mûre. Peut-être l'aurions-nous oublié vraiment en voyant comme tout brusquement se disperse et claque les portes effroyablement. Mais peu ont su l'éclore avec le royal loisir et la sérénité du prêtre quand il clôt le tabernacle sur l'hostie. C'est l'accomplissement. Et il prend l'image, il prend l'image il prend l'image, en ce sens, c'est pas du tout moderne, il prend l'image du tabernacle qui se ferme sur l'hostie. Donc c'est quelque chose de caché, le mystère est caché. Vous voyez, mais c'est pas du tout une simple, c'est la fin noble, une noble fin. Non, c'est pas du tout aussi petit, parce qu'autrement ça n'a aucun sens. Le début extraordinaire qui part dans l'infini de la Trinité, entre le Père, le Fils, et qui s'étend, qui s'élargit, dont le secret c'est la miséricorde, et contre la souffrance. Il dit Dieu ne veut pas la souffrance. Et ça c'est le secret de la beauté, à mon sens, de ce poème, dans des images qui sont larges, vastes, et qui sont pas très courantes chez lui, avec cette vastitude religieuse. Ils sont pas très courantes. Et il a été, manifestement, illuminé par ce personnage qui nous est inconnu. Mais tout le départ, ça lui a évoqué tout à coup cette évocation johannique, début de l'évangile de Jean, et qu'il fait descendre jusqu'à la plus petite créature, une sorte cette vie divine n'est que miséricorde. Et c'est ça le secret, c'est là-dessus que ça se clôt, que se clôt la vie. Il n'y a pas un arrachement, il n'y a pas une explosion, finalement, malgré qu'elle soit dramatique, elle se clôt sur ce secret d'intimité, finalement, avec cette miséricorde sans fond. Et qui, pour lui, il a voulu que ce poème-là soit à la fin du Vademecum, de ce livre de sa vie. Oui, c'est ça. Peut-être qu'on peut trouver... Et on pourrait essayer, avec ce mot de passe de ce dernier poème, essayer de se glisser dans tout le reste de l'œuvre, pour voir quelque chose du secret de ce grand cœur en exil de la vie. Ona w każdym oddechu, ona w każdym uśmiechu, ona wyłzie w modlitwie i chwili. Lecz nie krzyczą jak dzieci, rozwiewacie się przecież. Złoto słynnie opuścione lutni. Czarnoleski ja rzeczy chcę, a serce uleczy i zagrałem jeszcze mi smutnie. Vous savez, par exemple, dans le grand poème qui clôt le Vademecum, il dit, à un moment, je regarde, c'est l'épître à Valente Pomian, et oui, mon cher, le temps s'en va, la mort nous prend en chasse, qui donc nous pleurera, qui, si ce n'est l'ironie? L'unique créature que je connus bien vivante, grande dame toujours vêtue de guingois,
effleurant de son pied léger des silencieuses cendres, avec sa tresse rousse, sa face rouge de lune, elle seule. Enfin, vous savez, son ironie parfois était tellement mordante, tellement caustique, que justement j'ai parlé récemment avec le poète et critique français très connu Jacques Darras, qui dirige la revue Aujourd'hui Poème, et qui doit justement écrire quelque chose sur le vade-mecum. Et il m'a dit que je ne vois pas d'équivalent de ce genre d'ironie dans la littérature française. Ça m'a assez étonné, parce que quand même, il a dit le seul, ce serait peut-être Lautréamont. Donc j'étais assez surpris. Parce que quand même, il y a le Amblois, par exemple, qui aussi avait une langue extrêmement acérée. Et il y avait Laforgue, par exemple. Laforgue, il fait penser parfois, Laforgue fait penser parfois à Norvide, ou le contraire. Si l'on pouvait, de grands blocs, faire surgir le chef-d'œuvre, sans que le ciseau grince, sans qu'ait à battre et battre le marteau, si seulement du souffle de l'harmonie on pouvait faire tourner les cieux, si, sans le frein grinçant de l'ironie, on pouvait mouvoir quelque chose, ah, comme l'homme en soi reposerait, inaccessible aux plaintes incessantes. Mais que faire? Même aux yeux clos transparaît le rêve ironique. La compassion parcourt sans ironie les sentiers du malheur des autres. Mais qui a été là-bas le sait bien. L'ironie est l'ombre fatale de la vie. Tu crois peut-être que l'âge d'or se donnera sans lutte. Mais alors, pourquoi? Ces vertus que fuit ta peur du ridicule. Le vade-mecum, et pourquoi il est tellement important? Parce que Norvide voulait que ce recueil produise une sorte de brèche, à vrai dire de révolution dans la poésie polonaise, qu'elle la dirige vers des horizons tout à fait nouveaux, par justement le choix de sujets, par la façon de traiter évidemment ce sujet, par le fait d'aborder des sujets qui étaient considérés comme tout à fait apoétiques à l'époque. Et surtout, il ne faut pas oublier que l'époque, justement, fin des années 60, c'était déjà le déclin du romantisme. Ce n'est plus le grand romantisme, c'est déjà quelque chose de tout à fait secondaire, et qui se perd dans la sensiblerie, dans des descriptions futiles. Vraiment, la poésie perd tout à fait sa force qu'elle avait à l'époque. Eh bien, Norvide, il s'oppose à tout cela, n'est-ce pas? Il veut que la poésie polonaise change complètement de direction. Et d'ailleurs, vous avez cette idée romantique de grand poète. Il a préféré la remplacer par l'idée de l'artiste artisan, avec beaucoup plus d'humilité par rapport à son métier, n'est-ce pas? L'amour du métier dans son aspect, comment dire, matériel, quotidien, n'est-ce pas? Se battre avec la matière. Et ce spiritualisme incandescent qui était très développé aussi bien par les poètes polonais et par les Français aussi, n'est-ce pas? Ce spiritualisme romantique à la mode, il était extrêmement critique par rapport à cela. Les plus importants poèmes sur ce sujet, c'est Prométhidion, où il compare le travail à la recherche de la chose perdue. C'est-à-dire l'homme travaille Michel Maslovski.
en cherchant les désirs qui inspirent le travail, c'est la recherche des choses perdues. Et c'est une histoire de culture qui naît de cela, qui est tout à fait originale et étonnamment conforme aux théories anthropologiques d'aujourd'hui. Le roi Gourand, par exemple, un des grands anthropologues français, et notamment s'occupant de l'humanisation par le travail de l'homme, quelque part, et l'homme, par l'outil, devenait l'homme. Alors là, vraiment, il devrait, s'il connaissait Norvide, probablement il se serait reconnu dans Norvide, qui 100 ans plus tôt formulait sous forme poétique des choses similaires. Et j'ai envie quand même de citer, parce que c'est très beau, Więc szukał in, nurtując granic z lampą w dłoni i znalazł to, z czym szukał. Szukał Pers w pogoni, dał to, czym gonił. Szukał Egipt w Nilu i złowił to, czym łowił. Toż Greki, Etruski, świata pan Rzymianin i Part z koniem wózki i różny inny mąż, których jest tylu. Ainsi cherchait l'hindou, plongeant dans le granit, une lampe à la main, il a trouvé ce avec quoi il cherchait. Le Perse cherchait dans la poursuite et a atteint ce avec quoi il poursuivait. L'Égypte cherchait dans le Nil et a pêché ce avec quoi elle pêchait. Ainsi du grec et de l'étrusque, et du romain seigneur du monde, et du parthe au cheval squameux, et de tant d'autres hommes si nombreux. L'homme, en faisant quelque chose, finalement, réalise son désir, et il est beaucoup moins important ce qu'il a réalisé, mais ce qu'il a compris de son désir. Parce qu'en comprenant ce qu'il a désiré, il en prend conscience, il en fait une composante de son humanité, en apportant à l'humanité entière cette parcelle-là. Et voilà une théorie tout à fait intéressante qui me fait penser à la phrase de Konrad Lorenz, le grand éthologue, prix Nobel, qui disait « Le singe, au moment où il a vu sa main agripper la branche, au lieu de la branche seule, s'est humanisé. » C'est-à-dire conscience de ce qu'on fait, conscience de soi, permet l'humanisation. Et ici, effectivement, dans la philosophie du travail, le beau est pour exciter au travail, pour que l'on ressuscite. Et art est un drapeau sur la tour des travaux humains, c'est-à-dire le travail de poète ne fait que compléter quelque part en prolongement le travail du peuple, des manuels, des ouvriers, des paysans. Et s'il s'est détaché de cette expérience de travail primitif, primordial, quelque chose d'élémentaire, son art et la culture qui suit sera dégradée et morte à terme. C'est-à-dire que malgré tout le soin qu'il apportait au travail de la forme, c'est une poésie qui se méfie de l'esthétisme. Absolument, absolument. La forme est évidemment importante parce que la manifestation de l'amour qu'on porte à ce qu'on fait. Et sans l'amour, la forme ne sera jamais beau. Et là, de nouveau, il y a l'intersection de sa théorie du travail et de sa pensée religieuse. Voilà. Et je pense que dans ce sens, nous devrions toujours être ses élèves, ses disciples, puisqu'il permet effectivement retrouver la dimension métaphysique, la dimension verticale à travers notre expérience du quotidien, sans passer par l'appareil conceptuel extrêmement complexe d'un thomisme, d'une théologie spéculative, mais tout simplement par l'expérience humaine du travail, de la prise de conscience de ce qu'on fait, et du don de l'amour, qui se réalise par le travail, qui par le travail réalise la civilisation humaine. Et c'est dans ce sens, pour être humain, il faut être surhumain. Et c'est dans ce sens que l'art est un drapeau sur la tour des travaux humains.
il avait le sens historique extrêmement poussé. Et ce qui est, bon, on sait, c'est une des grandes caractéristiques du 19e siècle, la découverte de la dimension historique, n'est-ce pas? Mais justement, vous savez, les penseurs romantiques occidentaux à l'époque, sans le savoir souvent, étaient dans le sillon de Hegel, c'est-à-dire vraiment l'histoire vue comme développement de l'idée, le triomphe de l'idée, par exemple. Tandis que Norvide avait une énorme sensibilité justement à ce côté qu'on appelle plutôt civilisation, pas une essence, disons, spirituelle d'une époque, mais le poids de la civilisation, c'est que, n'est-ce pas, la structure énorme d'une époque. Qu'est-ce que c'est que la société? Qu'est-ce que c'est que le destin historique d'une nation, n'est-ce pas? Je suis en train de traduire son chef-d'œuvre Cléopâtre et César. Donc, si vous voulez, je peux vous lire un fragment de ce drame. C'est très beau. Il a un don d'évocation de l'Antiquité. Vous savez, ça fait penser à, je dirais, à quelqu'un comme Pasolini. À mon avis, le seul qui a réussi à présenter l'Antiquité d'une façon convaincante et authentique, c'était Pasolini. Eh bien, Norvide a tout à fait le même génie. Vous voyez, il n'y a rien de faux. Il réussit par la magie du verbe, je ne sais pas, par un talent extraordinaire. Il réussit à évoquer ce temps immémoriaux. Alors, voilà, la galère de la reine d'Égypte bougea dans le port. Ses cordages imprégnés d'odeurs résonnèrent dans l'air, exhalant jusqu'ici leur senteur. 3 rangs de rames, façonnés comme instruments de musique, flottant dans les flots, produisirent un accord, et lui, en cercle, rejoignit l'ample écho. C'est étrange. Chaque lieu possède une autre symphonie de la nuit. Là, elle commence par une bruyante gaieté qui tombe en cascade de rires, d'applaudissements, sur le pavé de la ville, par accords plus légers. Puis, ces voix se taisent. On entend le sifflement des oiseaux nocturnes, l'aboiement d'un chien au bord du canal, un clapotis, un cri lointain de nature incertaine, un silence profond, puis le petit murmure d'une chaussure de femme ou une flûte qui commença son chant sans l'achever, puis, comme la tristesse d'un esprit impalpable dans l'air, et la chute d'une seule feuille sur le pavé, puis le grand silence de la nuit. Et soudain, un troupeau de chameaux, pas tranquilles, quelques ânes qui braient, les roues pulsent, et enfin les jurons des cochers et les prières de matin. Un son nouveau, inconnu, atteint mes oreilles. Quelque chose comme une longue corde de harpe rompue, se tortillant dans le sable, et siffle, et résonne. Ce sont les mots de Cléopâtre qui méditent comme ça. Le théâtre magique. Norvide peinait énormément à pouvoir vivre de ses œuvres, de son travail en France, en Italie aussi. C'était la même chose pendant son séjour italien. Et parce que ses productions littéraires ne trouvaient pas d'écho d'un côté. Il essayait d'être dessinateur, de peindre, même de proposer ses services pour des vignettes, des choses, vous savez, même extrêmement modestes, extrêmement humbles. Et il n'arrivait pas carrément à vivre. Et comme ça,
Encore une autre histoire, très très romanesque celle-ci, à savoir son amour malheureux. Ça jette aussi une ombre assez profonde sur son existence. Il est tombé amoureux d'une grande dame de la société internationale de cette époque, la comtesse Maria Kalergis, et qui par ailleurs était polonaise, d'origine polonaise, mariée très très jeune avec un potentat d'origine grecque, Kalergis justement, restée veuve après, dont la beauté apparemment, la beauté mais aussi l'intelligence, la subtilité, le charme, talent de pianiste était très connu dans les salons parisiens de l'époque. Vous savez, elle a connu tout le monde, y compris Liszt, Princesse d'Agoun, l'aristocratie française évidemment. Gautier lui a consacré un poème. Voilà, cette symphonie en blanc majeur, n'est-ce pas ça. Donc, vous savez, c'est un mythe. On a un dessin, mais on n'a pas de photographie, par exemple. Mais apparemment, c'est un phénomène extraordinaire, justement, en tant que femme. Bon, et Norvide n'avait pas de chance du tout avec elle. Donc, là, en tant que soupirant assez moralement maltraité, il décide à un moment de partir dans l'Amérique. Et déjà son voyage, dont il a laissé le compte-rendu dans ses lettres, montre, vous savez, la situation assez dramatique, c'est-à-dire il voyageait comme les émigrés issus du peuple, vraiment sous le pont du bateau, dans les conditions les plus dures. Il a quand même vécu pendant longtemps justement en vendant ses dessins. Et il en a fait probablement quelques milliers, parce que en ce moment en Pologne, dans les musées, dans les bibliothèques polonaises, il y en a plus d'1 000. Mais on soupçonne qu'au moins l'autre 1000 se trouve en France et ailleurs. Mais évidemment, c'est probablement enfoui quelque part dans des collections privées, dans les magasins des musées, vous savez, oubliés. Et en France, il a vécu surtout de cela, n'est-ce pas? Il était ami de Harry Scheffer, qui est de Paul Delaroche. Et donc Scheffer l'a beaucoup aidé, l'a recommandé. Il travaillait pour le bijoutier parisien Froment-Meurice, l'auteur de ce très beau monument de Chopin au parc Monceau. Il faisait pour lui des bijoux, des figurines que l'autre, évidemment, achetait et puis signait de son nom. D'ailleurs, Norvide aussi, mais ça, on ne le sait pas, hélas, non plus. Il a fait plusieurs projets de tombeaux parisiens dans tous les grands cimetières de Paris. Mais on ne sait plus lesquels, on connaît juste 1 ou 2 seulement. Et donc, Harry Scheffer l'a beaucoup aidé, mais hélas, il est mort aussi assez jeune. Donc, finalement, Norvide a perdu toutes ses attaches. Est-ce que vous pourriez nous donner, Christophe Jezewski, une idée des thèmes qu'il aborde dans ses œuvres Mais vous savez, quelqu'un a dit que le trait de Norvide, évidemment dans le dessin, c'est le trait de la pensée. Donc, comme dans sa poésie, c'est le poète de la pensée humaine, dans ses dessins, c'est ça, au moins très souvent. Et donc, il a abordé des sujets très différents. Donc, comme il avait justement cet esprit critique, satirique extraordinaire, alors évidemment, il y a des dessins qui sont absolument tordants, où il se moque. Par exemple, il y a un dessin où il portraiture les plus importants périodiques polonais de l'époque. Évidemment, de la Pologne sous la botte du tsar et du roi de Prusse. Et donc, dans les têtes qui symbolisent les revues, il montre le caractère politique, n'est-ce pas, politique et social de la revue. C'est absolument extraordinaire, parce qu'évidemment, il y avait de gauche, de droite, de toutes sortes, n'est-ce pas. Et donc, il y a des dessins où, par exemple, il montre ses luttes avec la critique.
C'était un combat, à vrai dire, qui a duré toute sa vie. Et il était vraiment traité sans aucune pitié par les critiques polonais qui ne comprenaient absolument pas un traître mot de ce qu'il écrivait. Donc là, il leur rendait l'appareil, soit par sa plume, soit par ses dessins. Mais il y a aussi des dessins très mystiques, et superbes. Par exemple, les âmes qui s'envolent du cimetière, ou par exemple un très beau tableau que j'aime beaucoup, c'est Les Anges de la Mort. C'est à la fin du Vademecum, on voit une sorte de château où quelqu'un meurt, il y a un personnage qui se penche au-dessus de lui, et puis il y a toute une nuée d'anges qui descend pour ramener son âme. Mais il y a aussi d'excellents portraits de ses contemporains, fantastiques. D'ailleurs, grâce à lui, on sait souvent quel était le visage des personnes dont évidemment on n'a pas de photos, pas de portraits. C'est grâce à Norvit qu'on l'a appris. Il y a beaucoup de dessins qui relèvent de son intérêt pour l'Antiquité. Donc l'Antiquité égyptienne, il était fasciné par l'Égypte, évidemment, la Chine, un peu le Japon aussi. Il a représenté aussi les visages de certains philosophes Ah oui, antiques, bien sûr. Socrate, Diogène, puis évidemment les prophètes de la Bible. Évidemment, il y a pas mal de dessins représentant les thèmes de la Sainte Famille, et bien sûr. Et donc... il y a aussi des scènes satiriques absolument extraordinaires qui montrent vraiment l'esprit de l'époque. Et vous savez, Norvit, évidemment, il détestait les bourgeois, il détestait l'hypocrisie bourgeoise, et vraiment, il a laissé des choses extraordinaires. C'est curieux que lui, qui était quand même un grand auteur chrétien, et le diable apparaît souvent dans ses dessins. Vous avez ici un dessin. Est-ce Oui. que vous pourriez nous le décrire? Mais par exemple, précisément? justement, ça c'est même assez... je crois que ça date de la période... c'est peut-être encore en Allemagne ou en Italie, quand il était encore très jeune. Donc on voit Norvit debout, écrivant quelque chose avec sa plume d'oie, et derrière lui, le diable en toge noire qui indique quelque chose avec son doigt, et puis au-dessus, évidemment, une chauve-souris. Une chauve-souris, n'est-ce pas? Donc, c'est assez curieux, n'est-ce pas? Et puis, ce sujet apparaît souvent. Vous savez, Norvit était très, très intéressé par évidemment, la pensée ésotérique aussi. Mais... évidemment, si on croit en Dieu, on ne peut pas ne pas croire au diable, n'est-ce pas? Ça va ensemble. Et donc, il faut dire que toute sa vie, le diable n'oubliait pas Norvit parce qu'il lui faisait tout le temps des vacheries incroyables, et même après sa mort. Mais vous savez, sa carrière au XXe siècle était tellement parsemée d'embûches. D'ailleurs, vous savez, tout le problème du mal, par exemple, chez Norvit, le fameux poème, le Fatum, dans le Vademecum, qu'on cite souvent comme l'exemple de cette poétique extraordinaire de Norvit, vraiment en style télégraphique, dire le plus dans quelques mots à peine. Vous pouvez peut-être me passer le livre? Et donc, voilà. Comme une bête sauvage, le malheur vint devant l'homme et plongeant en lui son regard fatal. Il attend. L'homme va-t-il lui céder le pas? Mais celui-ci le toise, tel l'artiste qui contemple la forme dans le modèle. Et l'autre de comprendre qu'il médite. Quel profit peut-il tirer de l'adversaire, lequel chancelle de toute sa masse? Il n'est plus. Voilà, donc. Donc, il s'agit d'un poème
dans un album, W Pamiętniku, c'est le titre, et qui est présent dans le film Cendres et diamants de Andrzej Wajda, comme on dit en français, ou Andrzej Wajda. Et c'était un de ses premiers films qui, à un moment, peut-être encore maintenant, est très connu, non seulement en Pologne, mais en France. Et à un moment donné, un couple dans une église désaffectée, peu après la guerre, découvre sur une pierre une inscription, et ce sont 2 strophes de Norvide qui donnent leur titre au film Cendres et diamants. Et ce sont ces 2 mêmes strophes qui apparaissent sur une sculpture commémorative consacrée à Norvide, qui va être inaugurée dans les mois qui viennent, dans un jardin Norvide, dans le 13e arrondissement, tout près de la rue Chevaleret, tout près donc du lieu où Norvide est mort. Donc je vais lire d'abord ces 2 strophes en polonais. Coraz to z ciebie, jako z drzazgi smolnej, wokoło lecą szmaty zapalone. Gorejąc nie wiesz, czy stawasz się wolny, czy to, co twoje, ma być zatracone. Czy popiół tylko zostanie i zamęt, co idzie w przepaść z burzą? Czy zostanie na dnie popiołu gwiaździsty diament, wiekuistego zwycięstwa zarania? Czy popiół tylko zostanie i zamęt? Czy idzie w przepaść? Telle une torche vive, sans trêve tu disperses tout autour de toi des lambeaux enflammés. Tu brûles et tu ne sais. Ainsi deviens-tu libre, ou tout ce qui est tien, à jamais doit-il périr. Ne restera-t-il plus que cendres et chaos emportés par la tourmente, ou restera-t-il, au plus profond des cendres, l'étoile d'un diamant, l'annonce et le matin d'une victoire éternelle? Czy na dnie popiołu zostanie gwiaździsty diament wiekuistego zwycięstwa zarania? To ładne. Czy zostanie na dnie popiołu gwiaździsty diament? A czym my jesteśmy? Ty? Na pewno diamentem. C'était Cyprian Norvide, l'écuyer de l'arc-en-ciel, une émission proposée par Jean Pietri, avec Eva Bienkowska, Krzysztof Jezewski, Krzysztof Potocki, Michel Maslowski et Jean Mambrino. Merci à Marie de la Perrière. Texte de Cyprian Norvide, lu par Michael Lonsdal. Le Vademecum, édition établie par Krzysztof Jezewski, est publié aux éditions Noir sur Blanc. La trilogie italienne, apparue sous la direction de Krzysztof Potocki, aux éditions José Corti. Extrait du film Cendres et diamants d'Andrzej Wajda. Coordination, Marianne Chassor. Prise de son, Marie-Dominique Bougot. Éric Damaggio, Georges Sautour et Adrien Gaza. Mixage, Marie-Dominique Bougot. Réalisation, Anna Smuk.